Je m'appelle Henry Walker, j'ai 46 ans, je viens de Hobart, dans l'Oklahoma. Je suis forgeron depuis 10 ans environ. J'ai commencé la forge après avoir perdu le couteau que je trimballais partout. J'ai dit à bien encore mieux, et il s'est moqué de moi. Il m'en a pas fallu plus. Je me suis mis à la forge pour lui prouver qu'il avait tort. Oh, wow. Je m'appelle Dottie Derry. Je viens d'une petite ville en Californie du nom de Woodland. Un jour, je sais plus à quelle occasion, ma sœur m'a offert un kit pour réaliser un couteau. Et j'ai adoré ça. Pour un cadeau qui a dû lui coûter $80, $1000 de dépenses pour m'équiper convenablement. Oh, comment ça va, Dottie? J'ai dormi 2 heures, je pète la forme. Pareil, j'ai un bébé à la maison. Je m'appelle Brandon Androwski, j'ai 38 ans, je viens de Provo dans l'Utah et je suis forgeron professionnel. À l'âge de 8 ans, j'ai emprunté un livre sur les Vikings à la bibliothèque. Il détaillait les outils qu'ils utilisaient et leurs techniques de forge. Je me suis dit, ça, c'est un truc que je pourrais faire. J'ai beaucoup d'amis qui ont servi dans l'armée, déchirant de voir à quel point c'est difficile pour eux en rentrant à la maison. Donc j'ai instauré une tradition dans ma forge. Chaque vétéran se voit offrir un cours de fabrication de couteaux pour apprendre à se canaliser. Excusez-moi. J'aimerais d'ailleurs ouvrir un centre pour les aider davantage. Je m'appelle Matt Danielson, j'ai 40 ans et je suis le directeur d'une petite école de coutellerie à Salt Lake City. J'ai ma femme et mes 4 enfants qui me soutiennent de toute leur force, aussi tous les élèves à qui j'ai enseigné, très certainement. Je suis ravi de participer aux meilleurs forgerons. J'espère vraiment l'emporter pour faire rayonner encore davantage cette passion qui est la mienne. Messieurs, bienvenue à la forge. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition qui offrira à l'un d'entre vous le titre de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de $10 000. Cette compétition se déroule en 3 épreuves. Il procédera à chaque fois à une élimination. Voici les hommes qu'il vous faut impressionner. Qui franchira les étapes et qui rentrera chez le bibredouille, c'est eux qui le décideront. Bien. Derrière moi sont réunis tout type d'objets qu'on peut trouver dans un garage de particuliers. Il y a un matelas, un trampoline, des tringles à rideaux, des pogo sticks et même des pinces à linge. Objets qui ont tous une spécificité commune. Ils comportent des ressorts d'acier à haute teneur en carbone. On va vous demander d'utiliser aujourd'hui pour réaliser votre lame signature. J'ai déjà réalisé pas mal d'armes à partir de morceaux de récup en acier, mais jamais rien d'aussi conséquent. Ça va être un problème pour moi. Nous avons tiré au hasard l'ordre de sélection. Une fois choisi, l'objet n'est plus disponible. Brandon, que voulez-vous? Quand j'ai vu le trampoline, je me suis tout de suite dit que ce serait le plus facile à démonter. C'est avec ça que je perdrai le moins de temps, Pauline. Le trampoline, bien. La prochaine à choisir, c'est vous, Dottie. Je penche pour le pogo stick rouillé. On aurait tous voulu le trampoline, ça c'est sûr. Mais il est pris, alors je me rabats sur le deuxième meilleur choix, le vieux pogo stick tout rouillé. Henry, ce sera les pinces à linge. Je choisis les pinces à linge parce que je sais qu'à l'intérieur, les ressorts sont faits d'acier très robuste. Avec de la poudre d'acier, ça va faire un super mélange. Matt, vous êtes le dernier à choisir. Alors? Bien ma veine, je suis le dernier à tirer un brin à la courte paille. J'ai le choix entre le matelas et les tringles à rideaux. Je sais déjà que l'acier des tringles ne me suffira pas. Je vais prendre le matelas. Parfait. Messieurs, dames, pour les 3 d'entre vous qui accéderont à la prochaine épreuve, il faudra ajouter un manche pour transformer votre lame en arme fonctionnelle. Elle passera alors plusieurs tests. Il y aura d'abord le test de résistance qui se fera sur des pogo sticks, puis un test de tour caoutchouc. Vous n'avez que 3 heures devant vous. Bonne chance, la compétition commence maintenant. Dites-moi, quel objet parmi les 5 vous auriez choisi? Le trampoline. D'accord. Trampoline, possiblement, mais les pinces à linge ne m'auraient pas déplu. On peut en mettre un paquet dans un caisson. Franchement, je ne pensais pas que quiconque prendrait le matelas, mais je suis ravi que ce soit le cas pour observer le spectacle. Je crois qu'on a l'homme idéal pour ça. Il déchire le tissu comme si c'était un annuaire. Le matelas, c'est vraiment l'enfer ce truc. Dottie a été très maligne en optant pour le pogo stick. Ça lui permet d'aller tout de suite à la scie. Oui, Henry, de son côté, on dirait qu'il retire des têtes de crevettes. On dirait qu'il a l'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais tapisser l'intérieur de mon caisson de blanc correcteur pour éviter que ça colle. En gros, ça évite que l'acier carbone n'adhère à l'acier doux du caisson. Sur ce défi, on ne leur a pas demandé de retirer le caisson. C'est vrai, il fait à peine 2,5 cm d'épaisseur. À leur place, je m'embêterai pas avec le blanc correcteur. Je laisserai la forge le brûler et je meulerai le reste. Il est temps que je remplisse mon caisson. J'ai jamais réalisé de lame de couteau à partir d'acier provenant d'un pogo stick.
J'ai commencé par une fine couche de poudre d'acier avant d'un caustique. Je tapote sur les côtés pour m'assurer que la poudre remplisse les éventuels espaces vides. Plus l'intérieur sera compact, plus la soudure initiale sera de qualité. À mon avis, 3 heures, c'est bien trop peu pour forger une lame. Mais je vais donner le maximum de moi-même pour y parvenir. Pour la préparation de mon caisson, ce que je recherche avant tout, c'est une couche de protection entre l'acier du caisson et la surface de l'acier que je vais devoir travailler. Au papier, parce qu'au moins, je n'ai pas à attendre que ça sèche. Je ne suis pas certain qu'on puisse obtenir une couche de carbone avec du papier. Lorsqu'on place le caisson dans la forge, le papier se transforme inévitablement en cendre. Le papier ne colle alors plus vraiment au métal, et il faut croiser les doigts pour qu'il reste en place. Je me suis entraîné avec de la ferraille. Alors, quand je vois le trampoline, je me dis « Banco ». La plupart des candidats vont prendre leur caisson et pour cémenter l'extérieur. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que j'aime que le dos de ma lame soit en acier doux. Si je parviens à réaliser ma lame exactement comme je la visualise dans ma tête, ça lui apportera de la légèreté et ça lui conférera plus de flexibilité. Ça lui permettra de mieux absorber les coups et d'éviter la casse sur les fissures. Messieurs, dames, 1 heure s'est déjà écoulée. Lorsque les candidats échouent sur des compétitions avec des caissons, c'est souvent que c'est ou qu'ils ne l'ont pas laissé assez longtemps au feu. Je surveille mon caisson. Et dès que sa couleur m'indique qu'il est assez chaud, je file à la presse. S'il manque de chaleur, la soudure ne va pas correctement se faire à l'intérieur de mon caisson. Doty est à la presse? Oui, et son caisson a l'air d'être chaud comme il faut. Ma soudure semble tenir. Chaud devant. Je vais aller à la scie à onglet voir ce que ça donne à l'intérieur. Je donne. C'est parfait. Je place mon caisson au feu. Vache, c'est quoi ce bordel? Oh là, j'ai jamais vu autant d'étincelles jaillir d'une forge. C'est le signe qu'un des matériaux à l'intérieur de son caisson est en train de brûler. Chose qu'on voudrait éviter. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter, bizarrement. J'ai fait un petit trou, ce qu'on voit, c'est de la poudre d'acier qui s'échappe. Il nous offre un magnifique feu d'artifice. Dès qu'il n'y aura plus d'étincelles, j'irai vite à la presse. Pour ma soudure, je file en direction de la grosse bleue. Le caisson a parfaitement rempli son rôle. Je suis ravi que tout se soit correctement consolidé. Ma billette est bien chaude, alors je vais pouvoir me diriger vers le marteau pilon. Ces soudures ne sont pas parfaites aux extrémités, il perd de la poudre. Je suis confiant concernant ma billette. Il est temps de retirer mon caisson. Le caisson s'ouvre sans trop de difficultés. Mais je me rends compte que j'ai perdu trop de poudre d'acier et que des fissures se sont formées. Ah, c'est pas vrai. Vu toutes les étincelles qui jaillissent lorsqu'il fractionne dans son caisson. Je commence un peu à paniquer. Je décide de voir si ces fissures sont très profondes. Je pense qu'il a des fissures. On peut meuler pour voir si elles sont profondes ou non, mais très souvent, il faut recommencer. Après avoir meulé, je vois bien que les fissures sont partout. Aucune chance que je puisse en tirer quoi que ce soit. Je regarde ma billette et le constat est sans appel. Elle est fissurée de toutes parts. Pour voir si elles sont profondes ou non, mais très souvent, il faut recommencer. Je n'ai absolument pas le temps de tergiverser. Il faut que j'agisse maintenant. Je dois recommencer à zéro. Ça doit être tellement frustrant. Henry a choisi le matériau le plus pénible à préparer pour retirer l'acier. Il doit à nouveau se coltiner 10 minutes de décortication de ses pinces à linge. Si je me loupe encore une fois, je n'aurai pas de lame à présenter au juge. Brandon semble suffisamment sûr des soudures de sa billette pour les tirer avec la grosse bleue. Le choix de l'arme est libre. Et comme il y a un test de tranchant, je sais sur quoi je vais partir. Ma lame signature est un copis grec. Ma lame est très tranchante. Le manche est très sympa. Avec cette arme, je crois que je limite le risque de casse. Je vais réaliser un scramasax de viking. C'est un couteau aussi performant à la frappe qu'à la découpe. Doty est à la presse, mais sa billette me paraît toujours trop épaisse, d'au moins 1 centimètre. Doty a l'air de fatiguer. Je pense qu'elle devrait passer le relais à la grosse bleue. Je voulais éviter d'utiliser la grosse bleue, parce que le marteau pilon et moi, ça fait 2. Mais là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je décide d'y aller, et purée, ça envoie. Faut que je m'en achète une. Messieurs, dames, il vous reste... C'est fâcheux de devoir tout recommencer, mais je sais que je travaille mieux sous pression.
Je me mets dans le bain et tout se met à couler de source. Je suis bluffé par Henry. Il a recommencé sa préparation, reforgé une billette, et là il travaille la forme de sa lame. Tant mieux. Rappelez-vous, Matt avait mis du papier dans son caisson dans l'espoir qu'il brûle dans la forge. Ce qui a été en partie le cas. Et là, il est à la main. C'est fou comme quelques coups à peine peuvent transformer une billette en lame. Et voilà, c'était sacrément chaud. C'est parti. Il va passer à la trempe. Ça y est, Brandon y plonge sa lame. J'écoute voir si j'entends des craques. Mais c'est pas le cas. Ouf. J'ai quelques dés. C'est moi ou le morceau d'acier de Dottie est bien trop épais? La meuleuse sert à retirer l'excédent d'acier, mais j'ai tellement d'épaisseur que ça ne va pas assez vite. Le chrono défile, j'ai plus le choix. Faut que je passe à la trempe. Ça me fait mal au cœur de voir tout cet acier doux en trop sur ma lame. Je vais la meuler jusqu'à la dernière seconde. Ah, ma lame est forgée pour pouvoir ensuite la meuler. Dont un chien, Henry est à la trempe. Impressionnant. J'ai de la chance, pas de fissure en vue. Elle est droite. J'en reviens pas moi-même d'avoir sorti une lame pareille en si peu de temps. Plus qu'une minute. C'est parti pour le bain d'acide. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, éteignez vos machines, l'épreuve est terminée. Bravo à tous. C'est la lame la plus laide que j'ai jamais... Faux, j'ai déjà fait pire. J'ai tout de même respecté le cahier des charges, donc qui sait? Messieurs, dames, vous avez passé les 3 dernières heures à transformer des objets domestiques en lames signature. L'heure est venue pour le jury de les juger et d'éliminer l'un d'entre vous. Henry, vous commencez. Vous aviez pris des pinces à linge. Absolument. Présentez-vous. Henry, on voit tout de suite que c'est du beau travail. Bravo. La forme est déjà très belle. Sur la prochaine épreuve, il vous faudra retravailler votre manche qui dévie un petit peu d'un côté. À part ça, je vous félicite. Bien joué. Merci. Dottie, vous avez pris le pogo stick. Approchez donc en sautillant. Bien, Dottie, avant toute chose, baissez les bras car vous êtes dans les clous. Mais j'aimerais voir l'intérieur pour découvrir la véritable forme de votre lame. Pour l'instant, on l'ignore car le caisson est encore là. Un très gros travail de meulage vous attend. Mais votre persévérance vous honore. Et merci pour ça. Brandon, vous aviez le trampoline. Présentez votre lame. Bien, Brandon. Votre acier a fière allure. Il n'y a absolument aucun défaut apparent. La lame n'est pas parfaitement droite et il va falloir rectifier ça. Concernant votre manche, il est plutôt très fin pour l'instant. Il va très certainement falloir y ajouter du volume. Mis à part ça, beau travail. Merci. Matt, vous aviez le matelas. Présentez votre lame. Ce que j'aime dans votre lame, c'est sa forme très agressive. Mais le manche est imposant. Si jamais vous accédez à la prochaine étape, il faudra bien vous assurer d'y remédier plus optimal possible. Votre lame est déjà jolie en état et très propre. Bravo. Madame, messieurs, vous pouvez déjà être tous très fiers de votre travail. Mais seuls 3 d'entre vous accéderont à la deuxième épreuve. Celui ou celle qui quitte la forge est... Dottie. Votre lame n'est pas de taille et Jay va vous expliquer pourquoi. Dottie, mais au bout du compte, votre lame est celle qui nécessite le plus de retouches. Voilà pourquoi vous partez. Je comprends. Dottie, merci d'être venu nous montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais la compétition s'arrête ici pour vous. Je vais devoir vous demander de remettre votre lame et de quitter la forge. Je comprends tout à fait la décision du jury. Je suis forcément un peu triste. Mais c'est déjà une grande victoire pour moi d'avoir réussi à présenter une lame. Je pars dès la preuve que cela me démotive pour autant. La seule façon de progresser, c'est de continuer à forger, et c'est ce qui me rend heureuse. Messieurs, bravo à vous. Vous accédez à la deuxième épreuve de cette compétition. Il s'agit maintenant d'ajouter un manche à votre lame pour la transformer en arme fonctionnelle et corriger ses éventuels défauts. Avant de vous y atteler, voyons les matériaux à votre disposition. Vous aurez un accès illimité à la réserve qui se trouve ici. La seule contrainte, que votre manche soit bicolore, couleur distincte sur chaque côté. Le revêtement, lui, ne compte pas. Lorsque vous remettrez votre couteau au juge, ils les soumettront à un test de résistance sur des pogo sticks, puis à un test de tranchant avec des tubes en caoutchouc. Bonne chance, vous n'aurez que 2 heures pour cette épreuve.
Et le chrono commence maintenant. Comment vous vous y prendriez pour réaliser le manche bicolore? Il faut une soie pleine. On prend les matroux au centre, on étale sa résine, on applique de la pression dessus et basta. J'ai la chance de ne pas avoir à rectifier grand-chose sur ma lame. Je peux donc prendre le temps de construire correctement mon manche. Je profite que la résine entre mon bois rouge et mon érable sèche pour retravailler ma lame. On dirait que Matt met en application ton conseil de réduire sa soie. Tant mieux. Un couteau dont le manche n'est pas bon, c'est aussi simple que ça. Elle est vraiment trop longue. Il peut en retirer un gros morceau et tout de même avoir bien assez de matière pour repasser à la meuleuse et obtenir un joli manche. Les commentaires des juges m'ont un peu inquiété. Ils m'ont dit que mon manche était trop fin et ça me met un petit coup de pression. Il faut absolument que je lui donne de l'épaisseur. Et pour ça, je vais utiliser du cuir. J'en glisse une couche de chaque côté entre mon métal. J'essaie de percer ma soie, mais rien n'y fait. La mèche ne parvient pas à faire un trou. Mais pas d'inquiétude, j'ai un plan B. Mon plan de secours, c'est de percer ma soie au chalumeau. Ça va très vite. Ouais, C'est bien plus rapide qu'avec une mèche. c'est une manière très efficace de préparer sa soie à accueillir des rivets, si on sait s'y prendre. Et en plus de ça, c'est sympa à faire. Brandon tente de redresser sa lame. Il ne peut pas se permettre de sacrifier beaucoup d'acier, donc il se rabat sur la solution du chalumeau. Ce n'est pas l'idéal quand il ne reste plus que 90 minutes au chrono. J'attrape les serre-joints et j'essaie tant bien que mal de ne chauffer que le dos de ma lame. Ma déformation est corrigée en grande partie. Et pour le reste, il y a la meuleuse. Matt est en difficulté. Très bien. Ma soie est trop dure là où je veux percer. Je le vois secouer la tête. Il faut qu'il détende son métal au chalumeau. Mais est-ce qu'il a vraiment le temps? Je dois maintenir mon tranchant immergé, parce qu'il faut à tout prix éviter que cette partie se réchauffe. Pas question que ma lame se casse. J'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Attention messieurs, plus qu'une. Henry est déjà en train de coller son manche alors qu'il reste encore 1 heure d'épreuve. Et ça, dans une décontraction la plus totale. Il fait vraiment du très bon travail. Ma résine devrait être sèche, place au mélange de mon manche. Réaliser un bon manche, c'est s'assurer à 90% d'obtenir un bon couteau. Je ne dirais pas non à 1 heure d'épreuve en plus pour avoir le temps de le fignoler comme je l'aurais fait chez moi. C'est super, ouais, c'est très bien. Lorsqu'on réalise un manche de 2 couleurs différentes, il arrive que la jonction soit un point faible, et la mitre vient renforcer cette partie, tout en offrant une prise en main très solide. Je trouve ça extrêmement malin de sa part. Je suis plutôt content de mon manche, mais le chrono défile. Je dois encore m'assurer qu'il est sûr et agréable à manier. Je suis assez inquiet pour mon couteau. On a recommandé à Brandon d'apporter... Et là, son manche ne cesse de rétrécir. Couteau à viande. Je m'efforce de rendre le manche le plus agréable possible. Mais j'ai très peur du chrono, et je dois encore finir d'aiguiser ma lame. Messieurs, plus que 2 minutes. 5, 4, 3, 2, J'ai un motif? 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils. Cette deuxième épreuve est terminée. C'est fait. En avant les tests. J'ai vraiment fait de mon mieux. Cela dit, je suis stressé. Messieurs, bienvenue au test de résistance. Je vais frapper ces pogo sticks avec vos couteaux. Moi, je suis prêt. Et vous, Matt? Moi aussi. Ma lame est trop fine à mon goût. Elle manque un peu de corps. Je risque de le payer assez cher. Il est encore en un seul morceau, c'est positif. Le corbin à la fin de votre manche permet à ma main de rester en place. Ça, c'est bien vu. En revanche, votre lame a subi de sacrés dégâts sur le test. Elle a souffert, possiblement trop chaud. Mais votre couteau se tient bien. Bravo à vous. Merci bien. Brandon, c'est à vous. Vous êtes prêt? Oui, Parfait, allons-y. j'ai peur. C'est très résistant, un pogo stick. C'est aussi fait d'acier. Pourvu qu'il ne casse pas.
Brandon, je vous félicite, il a de l'humour. Votre Corbin offre une prise en main parfaitement adéquate. Néanmoins, votre tranchant est légèrement abîmé. Je peux passer mon doigt ici sans problème. Et à part ça, je n'ai rien à redire. Bien joué. Henry, c'est à vous. Vous êtes prêts? Oui, messieurs. Jay n'y va pas de main morte quand il teste une arme. Ma plus grande inquiétude, c'est que ma lame se casse. La prise en main est très agréable. J'étais très serein en frappant avec votre couteau. Votre tranchant a été quelque peu endommagé, mais étant donné ce qu'on... Franchement, c'est pas mal. Et globalement, c'est du bon travail. Merci. Non. Messieurs, place au test de tranchant avec la découpe des tubes en caoutchouc. Matt, vous êtes prêts? Prêt. Allons-y. Bien, Matt, je trouve que l'ajout du cuivre est très malin. Ça ressort très bien et ça vient ensuite parfaitement se fondre dans le bois. Cette section a été sacrément endommagée, ce qui fait que la découpe des tubes est loin d'être aussi nette que ce qu'elle aurait pu être. Mais dans l'ensemble, elle peut couper. Merci. Brandon, prêt? Bien, Brandon, votre manche est bien pensée. Il est agréable. Votre tranchant, lui, a été malmené lors du test de résistance et lors de ce test-ci. La découpe des tubes n'est pas très précise. Comme vous pouvez le voir, il y a des morceaux qui pendouillent. Mais je dois dire que votre couteau... Merci. Henry, c'est à vous, prêt? Oui, monsieur. Henry, pour commencer, c'est un des plus beaux manches que j'ai jamais vu. Les finitions sont de très grande qualité. Mais il n'empêche d'endommager cette section. Si votre couteau n'a pas coupé intégralement le troisième tube, c'est que cette partie de votre lame est émoussée. Mais votre couteau peut couper. Merci. Messieurs, l'heure est venue pour les juges de déterminer les deux d'entre vous qui s'affronteront en finale de cette compétition. Merci de les laisser se concerter en regagnant les coulisses. Bon, 3 bons couteaux, mais il faut faire un... J'hésite entre le couteau de Henry et celui de Matt. Commençons par celui de Matt. Son tranchant a coupé parce qu'il a été abîmé. Sa lame est devenue crantée par la force des choses. Maintenant, passons à Henry. Son tranchant n'est pas ressorti intact du test, mais la casse n'est pas aussi conséquente que pour Matt. David? Le couteau de Henry est très bien construit. Alors oui, il y a de petits dégâts, mais sa lame est entière. Si on compare, Matt, quant à lui, a perdu près de 10 cm de sa lame. Le tranchant a disparu à la... Très bien, entendu. Jay, ton avis? Pour ce qui est du test de résistance, aucun couteau ne s'est démarqué, mais celui de Matt a davantage souffert. Ok. Je crois que c'est clair, mais pour être sûr, Dave, ton choix est fait? Oui. Doug? Ouais. Et toi, Jay? Absolument. Je les rappelle. Messieurs, vous êtes au coude à coude depuis le début de la compétition. Vous êtes tous les trois très talentueux et les tests l'ont prouvé. La décision- Mais les juges ont fait un choix. Le candidat qui quitte la forge est... Matt. Votre couteau n'est pas de taille et David va vous expliquer pourquoi. Je tiens à saluer le couteau que vous avez présenté. J'ai adoré le fait que vous ayez utilisé du cuivre pour votre mitre. C'est sur le test de résistance que ça s'est joué, car votre lame a davantage souffert que les deux autres. Voilà pourquoi vous partez. Je comprends. Matt, vous êtes beau et la compétition s'arrête ici pour vous. Merci. Merci. Au travail. Je comprends leur choix. Le test de résistance était très costaud. Mais je suis déçu des dégâts que mon tranchant a subis. C'est une expérience marquante. Je m'attendais à ce qu'on me pousse dans mes retranchements et... J'avoue que j'ai pas été déçu. Monsieur, vous avez mérité votre place en finale. Vous aurez 4 jours pour fabriquer une arme de votre propre forge. Voici ce qu'on attend de vous. Le sabre de cavalerie sous Napoléon.
Ce sabre est l'une des armes les plus populaires en France et l'une des plus redoutées sur les champs de bataille européens au début du 19e siècle. Avec sa lame à tranchant unique, fortement courbée et pointant vers le haut, il est conçu pour délivrer sa puissance maximale à chaque coup porté à l'ennemi. Si la grande armée de Napoléon de l'histoire, les ravages causés par ce sabre n'y sont pas étrangers. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration de l'assaut pour défaire les Russes lors de la bataille d'Austerlitz en 1805. Messieurs, soyez attentifs au cahier des charges qui vous attend. Votre lame, de la pointe à la garde, doit mesurer entre 71 et 76 cm. On attend une courbe, un tranchant unique et une gouttière de chaque côté du dos. La poignée doit inclure un quillon du côté du dos de la lame, un oreillon, un padane, ainsi qu'un manche avec une canne. Je ne suis pas très serein. C'est certainement la poignée qui va me donner le plus de fil à retordre. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Ça s'annonce compliqué. Vous avez du pain sur la planche, mais vous nous avez prouvé votre talent. Bonne chance à vous et rendez-vous dans 4 jours. Bonne chance, à toi aussi. Aujourd'hui, j'attaque la 3e épreuve. Mon premier objectif est de réaliser un acier damassé torsadé afin de ressortir à bien. Lorsqu'on vient torsader une billette, le risque, c'est d'y aller trop fort et qu'elle se casse en deux. Alors je garde pas mal d'épaisseur. Le premier jour touche à sa fin. J'ai accompli mon objectif de réaliser une billette torsadée. Je suis un peu en retard sur mon planning, mais ça va. C'est le premier jour. Je vais m'attaquer à un morceau d'acier 80 CRV2. Comme il est long, j'ai largement de quoi le tenir. Je commence par lui donner sa courbe initiale. Le plus difficile dans le fait de forger ce sabre à la main, c'est sans aucun doute de respecter cette forte courbe. Ça va chauffer sec. La première journée est terminée et ma lame est forgée. Je suis content de la taille obtenue. Demain, je finirai de meuler ma lame et je ferai un traitement thermique rapide. C'est délicieux. C'est le matin du 3e jour. Hier, et je l'ai étiré. J'ai aussi fabriqué toutes les parties de mon manche. Je pense que je suis dans les temps. Je dois maintenant passer au traitement thermique et à la trempe. L'heure de vérité a sonné. Ma lame est-elle droite ou non? Elle ne l'est. C'est la cata. La trempe a complètement déformé ma lame. Elle est bien dure. Mais elle est toute tordue. Tout n'est pas perdu. Je peux encore recommencer le traitement. Je vais retourner à la trempe. J'espère que ça se passera mieux cette fois. J'ai de la veine. Ma lame n'est pas parfaite, mais je pourrais toujours rattraper ça à la meuleuse. Début du 3e jour. Et je suis pas très confiant concernant ma lame. Hier, j'ai procédé à la trempe dans une huile froide, ce qui n'est pas très malin, parce que ça a tendance à rigidifier la lame. J'avais oublié de chauffer l'huile. Programme du jour, repasser à la trempe et travailler mon manche et ma garde. Voilà, on est bon. Lame de son bain d'huile et le résultat est top, elle est bien droite. J'ai bien fait de recommencer la trempe. Pour le manche, ce sera du noyer. Pour la calotte, ce sera du bronze. Et pour la garde, je prends un joli morceau d'acier W2. Là, je fabrique mon padane. Je crois que je vais partir sur un manche avec un léger corbon. Le 3e jour est terminé. Quelle journée! Il ne me restera plus qu'à assembler le manche. C'est déjà le 4e jour et j'ai encore beaucoup à faire. Finition, révélation à l'acide. Je profite du bain d'acide pour finir mon manche. J'avais encore jamais recouvert un manche de cuir. Le résultat est plus sympa qu'anticipé. À la sortie du bain d'acide, l'aspect de ma lame est très satisfaisant. C'est joli. Maintenant que mon sabre est prêt, je croise les doigts. Je suis plutôt serein. C'est le dernier jour de l'épreuve. Et j'ai encore plein de boulot, notamment pour le manche. Je vais enrouler un fil de cuivre autour de mon manche. Ça permet d'offrir une bonne prise en main avec le cuir si on serre bien comme il faut. L'idée, c'est aussi de rendre le tout le plus esthétique possible. Là, c'est joli. J'ai pris un plaisir fou à fabriquer ce sabre. Bye. Messieurs, bienvenue à la forge pour cette 3e session de test. Vous aviez 4 jours pour réaliser un sabre de cavalerie de la grande armée de Napoléon. Ici, ils sont très ressemblants. Mais
Afin de déterminer lequel d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et les 10 000 $, vos armes doivent passer une série de... Pour cela, parlez-moi un peu de vos sabres. Henri, je vous écoute. Pour ma lame, j'ai réalisé un acier damassé à partir d'acier 80 CRV, 1084 et 15N20. Le padane, le quillon et le pommeau sont réalisés à partir d'hameçon. Le manche, lui, est recouvert de cuir. D'accord, super. Et vous, Brandon? Ma lame est en acier 80 CRV2. Mon manche est une sorte de Frankenstein avec un mélange de cuivre, de bronze. Messieurs, vos sabres semblent fonctionnels. Mais cela reste encore à vérifier. Nous allons commencer par le test de létalité avec Doug. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Henri, vous êtes prêts? Absolument. Bien, allons-y. Je ne sais pas du tout si mon sabre sera performant. Ma lame est volontairement fine pour qu'elle soit légère. Donc oui, j'emmène pas. Bien, Henri. Pour commencer, je dois dire que votre sabre est très léger. Bien vu, ça le rend très facile à manier. La construction de votre manche offre une très bonne prise en main. Pour ce qui est de votre tranchant, je suis impressionné par ses capacités à couper. Globalement, Henri, votre sabre l'a tué. Merci. Brandon, c'est à vous. Prêt? Prêt. Vu l'extrême longueur de ma lame, je suis très inquiet concernant sa résistance. Mais j'ai hâte de voir le sabre en action avec les cannes à sucre. L'expression « ça passe ou ça casse » prend tout son sens. Commençons par votre manche façon la fiancée de Frankenstein. Le bronze que vous avez ajouté est très agréable dans la paume de ma main. Néanmoins, votre lame est décalée par rapport à la base. De ce fait, à chacune de mes frappes, et comme votre lame est plutôt épaisse et lourde, ma main a tendance à tourner en fin de mouvement. Mais globalement, votre sabre peut tuer. Ravi de l'entendre. Messieurs, il est temps de passer au test de résistance à l'aide de pastèques et de crâne. Henri, vous êtes prêts? Prêt. Bien. Je tiens à vous féliciter pour le poids plume de votre sabre. Votre manche a la taille idéale. C'est bien à cette place. Votre tranchant a subi de légers dommages. Je peux passer mon ongle sans problème sur cette section, mais ça ne m'empêche pas de couper. Bravo. Merci. Brandon, vous êtes prêt? Prêt. C'est terrible. Bien, on a deux ou trois petits problèmes. Le grain est très épais. Vous voyez sûrement le reflet de là-bas. L'autre problème, c'est à l'endroit où le sabre s'est cassé. C'est le signe qu'il a subi de multiples micro-fractures. Soit la trempe était trop chaude, soit le traitement thermique n'a pas suffi à affiner le grain. Quoi qu'il en soit, regardez. Brandon, votre sabre pouvait couper, mais malheureusement, le test de résistance a eu raison de lui. Votre lame est cassée, ce qui est une défaillance catastrophique, car... Merci d'être venu, mais la compétition s'arrête ici pour vous.
je vais devoir vous demander de quitter la forge. Merci, Brandon. Merci. J'ai un sentiment partagé. J'ai certainement raté quelque chose au moment de la trempe. Mais le sabre de Henry est incroyable de toute façon. C'était une expérience extraordinaire. Ça m'a beaucoup apporté et je ne regrette absolument pas d'avoir participé. Henry, vous n'avez plus de concurrents. Vous êtes le meilleur fait 10 000 $. Bravo. Alors, J'en reviens pas. vous nous avez présenté un très beau sabre. Félicitations. Merci. Je suis très content. Je ne réalise pas encore tout à fait, mais j'ai bien vu que mon sabre a été très performant sur les tests. J'ai eu de bons commentaires sur mon travail. Je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je m'appelle Henry Walker et je suis le meilleur forgeron. C'est génial. Je suis dans la meilleure forge des environs. Salut maman. J'ai fait une machette que j'ai forgée à partir d'un ressort à lame. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'acier 5160, mais si ce n'est pas le caso, cela ne devrait pas être un gros problème. La lame est solide. Elle est résistante. Je m'appelle Thomas Franklin. J'ai 34 ans, et je fais cela depuis 3 ans. J'ai toujours aimé cuisiner, donc j'ai toujours aimé les couteaux de cuisine. Un jour, ma femme m'a suggéré d'en faire un. Et je l'ai fait. J'ai fabriqué mon couteau en utilisant un acier au carbone 1070. Les rivets et le pommeau sont en nickel et en argent, et il y a un martelage sur la lame. Je m'appelle Carrie O'Connor. J'ai 45 ans. Je suis professeur de arts martiaux et forgeron amateur depuis 4 ans. C'est une situation très stressante, donc mon expérience dans les arts martiaux devrait être utile. J'ai forgé un quinjal géorgien avec de l'acier 52 et un ciseau en bois de séquoia, avec une finition brute de forge. Maintenant, ma lame est prête pour un combat de couteau. Bienvenue à la forge. Messieurs, vous avez tous les 4 été choisis pour participer à un défi appelé le combat de couteau. C'est cela. Une seule personne peut gagner dans un combat de couteau. C'est exactement comme cela que cela va se passer. Vous allez concourir ici pour le titre de champion et recevoir un chèque de 10 000 $. Et ce seront les juges derrière moi qui décideront de cela. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter David Baker, le maître forgeron, Jay Nilsson. Et enfin Doug Marcheda, expert en armes blanches. Êtes-vous prêts, les gars? Oh, oui. Fantastique. Voici ce qui va se passer. Chacun de vous 4 a une lame qu'il a forgée chez lui. Et nous allons passer directement au test. Maintenant, après les tests, l'élimination se fera sur place. Et seuls 3 d'entre vous seront acceptés pour le combat de couteau. C'est le type de forgeron que nous sommes. Et si vous l'êtes, eh bien, vous savez, notre entraînement a été utile. Ça passe ou ça casse. Maintenant, pour savoir qui sera qualifié, nous allons mettre vos lames entre les mains de l'un de nos testeurs de couteaux les plus prolifiques. Alors bonne chance, mesdames et messieurs. Jay. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre tout premier test de combat de couteau. C'est l'un de mes tests préférés, le bloc de glace. Je vais prendre chacune des lames que vous avez forgées à la maison, et je vais sculpter un peu. Et puis nous pourrions faire autre chose quand je passerai par là. Je ne sais pas ce qui va se passer par ici. Et Bill, c'est votre tour. Frappez-le comme un renne, Jay. Oh, j'y compte bien. Quand je vois les blocs de glace pour la première fois, je redoute que mon couteau soit frappé. Ma plus grande préoccupation est de ne pas voir ma lame se tordre et jouer au roulement. Bill, felicitations. Tout d'abord, j'aime le damas. La lame a traversé la glace et elle a bien tenu, elle ne s'est pas cassée. La seule chose que je suggérerais, c'est qu'elle soit plus renflée à l'arrière. J'aimerais un peu plus de prise sur ma main pour éviter qu'elle ne glisse, mais dans l'ensemble. Bon travail. Merci. Rhys, c'est à vous. C'était beaucoup plus violent que ce que je pensais. Êtes-vous prêts, les gars? J'aurais dû porter du marron. Le test du bloc de glace. La seule chose qui m'inquiète, c'est que la poignée se casse. C'est un peu inquiétant à ce sujet. Les blocs de glace, ils peuvent être testés. Mais si les tests étaient faciles, ce ne serait pas le meilleur forgeron. Bravo, Rhys.
La forme est très propre. Mais elle n'a pas aimé se débloquer. La lame n'a pas bougé. Le tranchant est bon. La seule chose que j'ai à dire, c'est que la poignée est trop petite. Même si elle est arrondie. La garde est inconfortable lorsque vous serrez la poignée pour l'avoir en main. Mais à part cela, c'est un excellent travail. Thomas, es-tu prêt? Je suis prêt. Je suis un peu intimidé par ces blocs de glace. Je me demande juste si ma lame va tenir le coup et si le fil de la lame sera encore tranchant une fois que je vais être malade comme un chien. Bravo, Thomas. La poignée est bien proportionnée. Elle n'est pas trop large. Elle est symétrique. Le tranchant est bon. Il ne s'est pas endommagé. Il ne s'est pas plié. Bravo. Merci. Carrie. Faisons-le. Êtes-vous prêt? Totalement. Essayez d'avoir l'air heureux, d'accord? Je suis si heureux. J'espère que mon couteau s'en sortira sans une égratignure ou qu'il explosera. Tant que l'une de ces deux choses se produit, je serai heureux. Très bien, Carrie. Je me suis totalement souvenu de cette lame pour qu'elle sorte joliment faite. Mais c'est un succès. J'ai testé les deux tranchants. C'est un couteau fonctionnel. Il est très léger. Il est tranchant des deux côtés. Mais vous auriez pu faire un peu plus avec la poignée. Vous auriez pu ajouter un peu d'acier, mais c'est du bon travail. Beau travail. Merci. Super. Très bien, les garçons et les hommes. Nous vous avons demandé d'apporter votre meilleure arme afin de définir qui va entrer dans cette compétition. Et je dois dire que vous avez tous assuré. Dans cette compétition de combat de couteau, les juges ont accepté de passer à la deuxième manche. Nos juges ont finalisé et se sont mis d'accord. Thomas, Bill. Félicitations. Vous êtes qualifiés pour la deuxième manche. Maintenant, Carrie, Reese. C'est un peu un jeu entre vous. La personne qui va quitter la forge est Reese. Malheureusement, votre lame n'est pas étanche, et Jeff va vous dire pourquoi. Reese, votre lame a très bien résisté, mais par rapport à celle de votre adversaire. La forme est trop simpliste, et le manche est trop petit. Donc, vous êtes éliminés. À vous, mes chers juges. Nous voulons vous remercier tous d'être venus et de nous avoir présenté votre travail. Mais malheureusement, je vais devoir vous demander de quitter le plancher de la forge. Merci de m'avoir donné ma chance. Merci, Reese. Je pense que le résultat est assez serré. Je vais certainement essayer de manipuler des manches plus grands à partir de maintenant. J'ai hâte de retourner à la forge et de continuer à travailler. Forgeron, félicitations. Vous êtes qualifiés pour la deuxième manche de notre combat de couteau. Maintenant, les gars, nous avons déjà vu ce que vous faites sur votre propre temps à la maison. Et maintenant il est temps de découvrir comment vous travaillez sous pression pendant un temps que vous n'avez jamais vu dans cette émission. Dans la deuxième manche. Vous aurez 2 heures pour fabriquer une poignée à pousser qui répond aux critères suivants. Vos dagues devront mesurer entre 10 et 12 cm de la pointe à la garde, en ligne droite. Elles devront être à double tranchant avec une pointe centrale. Et vous devrez les avoir trempées d'ici la fin des 2 heures. 2 heures? Ce n'est pas assez. C'est trop court. Vous vous demandez probablement avec quel matériau vous allez jouer. Messieurs, vous aurez un plombier sur vos chevilles. Allez-y et signalez-le. Ce que vous avez là, ce sont des barres d'acier au carbone 1095 et 15N20. Vous prendrez cela et les forgerez pour vos dagues. Maintenant, messieurs, quand vos 2 heures auront expiré, vous soumettrez votre travail aux juges qui regarderont jusqu'où vous êtes allés et en tireront des conclusions pour l'élimination. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui seront qualifiés pour la 3e manche de cette compétition, vous aurez ensuite l'opportunité de finir leur lame, mais d'abord, nous voulons voir jusqu'où vous pouvez aller en 2 heures. Alors, s'il vous plaît, faites de votre mieux. Alors, bonne chance. Le temps commence maintenant. Oh, ça? Ils n'ont pas beaucoup de temps pour forger un lingot de Damas et une dague. Non, mais c'est possible.
Cette dague à pousser a été entièrement réalisée en 2 heures et demie. Je n'ai jamais forgé de dague à pousser et je n'ai que 2 heures et demie pour le faire. Je pense que c'est impossible, mais Isehashi pour gagner, alors je vais tout donner. Je commence par limer l'oxyde de fer sur mes plaques d'acier pour être sûr d'avoir une bonne solder. S'il y a des traces d'oxyde de fer sur l'acier, la soudure n'aura pas lieu. Si quelque chose ne va pas avec cette soudure à la forge, ils n'auront pas le temps de recommencer. En 2 heures, il n'y a pas de temps à perdre. La pression ne me fait pas peur. J'ai travaillé en cuisine avec des délais serrés. Je sais comment gérer la pression. Journée est terminée. Hier, j'ai renoncé à l'acier de Damas. Je vais utiliser un seul acier. Il doit être parfait et la finition doit être parfaite. J'ai la forme de mi-lame. Je vais appliquer un traitement thermique. L'épée est droite et ultra rigide. Je vais devoir ajouter les 12 lingots. À la fin de la 2e journée. Je dois encore fixer la garde et le pommeau, mais je suis en bonne forme. 2e jour. Aujourd'hui, je vais finir de forger l'épée et de creuser les gouttières. Je n'ai pas l'habitude de faire autant de gouttières. Il faut s'assurer de garder la lame droite et de ne pas aller trop profondément. Si je vais trop profondément avec ma lame, alors cela n'ira pas. J'ai fini mes gouttières. Tout s'est bien passé. Maintenant, il est temps de retourner à la trempe. Mon four ne mesure que 29 cm de long, alors que cette lame mesure 32 cm de long. Je vais devoir laisser la porte ouverte et l'entourer de fibres de verre pour garder la chaleur à l'intérieur. J'ai mis la lame dans le four, mais au moment où je ferme la porte, la température ne monte pas. Je pourrais obtenir un blanchiment et cela va me coûter cher. Ce n'est pas bon. J'ai donc mis un autre morceau de couverture autour du coin de la porte que j'ai vu qui sortait d'eux. La porte et maintenant il n'y a plus de fuite et cela semble fonctionner. Allons-y. Je n'entends aucun bruit bizarre ni craquement. La trempe s'est bien passée. J'espère que je pourrai juste finir cela et ensuite je pourrai avoir une épée. Allez tout droit. Je me sens vraiment bien ce matin. La lame est terminée. Le plan est donc de travailler sur la poignée. J'ai décidé d'intégrer certains de mes couteaux de la première manche. Je vais donc utiliser un boîtier avec des roulements à billes et un autre avec une garde en biseau. On peut voir les roulements à billes et tout le reste. C'est plutôt cool. 5 DEA signifie 5 doigts. L'épée est censée être aussi large qu'une ande. Je vais donc respecter cela par souci de précision historique. Je pense que cela va bien donner à la télévision. C'est le 4e jour. Je dois finir mon épée. Oh oui. La garde en biseau est assez large. J'ai mon manche bien arrondi. Je vais pouvoir aiguiser ma lame. Paul a 10 ans d'expérience de plus que moi. Mais je me sens plutôt à l'aise avec cela. Je sais ce que je fais. Nous verrons ce qui se passera. Eh bien Paul, Cody, je suis si heureux de vous revoir. Maintenant. Nous avons passé 4 jours dans vos forges à construire ces magnifiques épées 5 DEA. Laissez-moi vous dire qu'elles ont l'air robustes, elles ont l'air tranchantes. Elles ont l'air mortelles. Mais avant de passer au test, parlez-moi de ces lames. Paul, comment cela s'est-il passé? Cela s'est bien passé. C'est une lame en acier 80 CRV2 avec une soie intégrale. J'ai forgé le manche en acier de Damas avec des hameçons. Magnifique. Et vous, Cody? Tout s'est déroulé comme prévu. Ma lame est composée de 155 couches de 15N20 et 1084. Ressoudées avec du 80 CRV2. Et la garde et le pommeau sont en acier de Damas pour le manche. Vous deux, les 2 lames sont impressionnantes. Mais la meilleure façon de savoir qui va gagner le titre de meilleur forgeron est de les soumettre à quelques tests. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Afin d'évaluer la létalité de votre 5 DEA, je vais lacérer ces carcasses de viande. Paul, êtes-vous prêt pour cela? Oui. Allez-y. Les ruches ont une peau très épaisse. Tout ce poil et cette peau vont être vraiment difficiles à pénétrer pour la lame. Nous verrons bien. Très bien, Paul.
Parlons de votre 5DEA. Quand je m'en saisis, j'ai une bonne prise en main. C'est très important car c'est une lame très lourde vers l'avant. Quand je la saisis, j'essaie vraiment de la maintenir, en m'arrêtant pour la contrôler. En la laissant juste partir. Mais elle est très tranchante. Je ne me soucie pas de cela. C'est une arme très mortelle. De plus en plus mortelle. Merci. Cody, c'est votre tour, Cody. Prêt? Allez-y. Je vais passer au test pour voir si ma lame va tenir le coup. Je sais qu'elle est tranchante. Je l'ai testée à la maison, mais tout peut arriver ici. Très bien, Cody. Tout d'abord, la construction de votre manche. Quand je m'en saisis, oh, c'est parfait. Vos mains sont très affûtées. Comme nous avons eu beaucoup de travail à faire ici. Elle est également maniable d'une seule main. Donc, en un mot, votre 5DEA va tuer. Merci. Très bien, les gars. Bienvenue au test de résistance avec des pots en argile. Je vais prendre chacune de vos épées et séparer les pots en argile en tout petits morceaux. Paul, es-tu prêt à y aller? Oui, je suis prêt. Faisons-le. Bon. J'aime ça. C'est très bien fait, même si c'est un peu lourd. Votre tranchant n'a aucun dommage. Tout était bien serré quand j'ai commencé, et cela le reste quand j'ai fini. Félicitations. Merci. Merci. Prêt à y aller, mon pote? Faisons-le. Bon. L'acier est superbe, et le tranchant n'est pas du tout endommagé. C'est serré, c'est robuste, c'est tranchant. C'est magnifique. Bon travail. Merci. Très bien, mesdames et messieurs. C'est le début du test avec cette petite tranche plantée à la main. Paul, es-tu prêt? Oui. Faisons cela. Bon. Paul, vous avez forgé un monstre de 5 terres. Il est extrêmement tranchant. Chaque coupure est très profonde. C'est très tranchant, même quand cela ressort. Les lacérations sont nettes. Dans l'ensemble, cela peut couper. Cody, c'est votre tour. Êtes-vous prêt? Oui. Faisons-le. Boum. Très bien, Cody, parlons de votre arme ici. Les lacérations sont très fines, donc c'est affûté comme un rasoir. Cela coupe si profondément que le mannequin ne peut pas tenir debout, mec. Dans l'ensemble, Cody, votre arme, elle va couper. Merci. Eh bien, Paul, Cody, messieurs. Vous avez passé un test brutal et vous vous en sortez avec 1000 $. Mais un seul d'entre vous repartira avec le titre de champion du meilleur forgeron et un chèque de 10 000 $. Le champion du meilleur forgeron d'aujourd'hui est Cody. Félicitations. Paul, la course a été serrée. Malheureusement, votre 5 terres n'était pas de très haute technicité pour la coupe. Et Doug va vous dire pourquoi. Paul, vous avez forgé une magnifique lame. Mais la lame était beaucoup plus lourde que celle de votre adversaire. Et c'est la raison pour laquelle nous vous laissons partir. D'accord. Maintenant, Paul, merci beaucoup d'avoir travaillé si dur dans cette compétition. Mais je vais vous demander de quitter la forge. Merci de m'avoir reçu. C'était génial. Bien joué, Cody. Merci. C'était une bonne décision. J'ai forgé une belle lame, mais Cody était meilleur. Je me sens honoré pour ce coup, et je suis proud de mon épée. C'était une excellente expérience. Je suis prêt à recommencer demain ou au jour 11. Cody, felicitations. Vous êtes le meilleur forgeron et vous avez gagné un chèque de 10 000 $. Félicitations. Gagner est la cerise sur le gâteau. Dans cette forge, les forgerons ont fabriqué des lames incroyables au cours de défis redoutables. Mais les tests d'aujourd'hui sont d'un niveau sans précédent. 4 forgerons entreront dans la forge avec leurs meilleures réalisations. Leurs lames seront immédiatement testées. Et l'un d'entre eux sera éliminé avant même qu'une forge n'ait été allumée. Et après 2 manches d'un niveau jamais atteint, cela pourrait me coûter ma place. Un seul restera. Bienvenue dans ce combat de couteau. Je m'appelle Bill Peace. Je viens de l'Ohio. Je suis forgeron amateur depuis 4 ans. Ma femme soutient ma passion,
mais elle se définit comme une victime de la forge. Parce que j'ai passé tout mon temps à m'entraîner pour cette compétition. Tant que Doug dit qu'elle peut tuer, je vais bien. J'ai fait ce que j'appelle un Centauri. C'est une lame en acier de Damas de 160 couches avec des mitres en laiton. Elle devrait passer tous les tests. Je m'appelle Rhys. J'ai 18 ans. Quand j'avais 15 ans, j'ai découvert une vidéo sur la forge, et j'ai commencé le lendemain. Je peux me vanter d'avoir tout appris par moi-même. Je n'arrive tout simplement pas à croire que je suis. Cette deuxième poignée est un désastre. Il vous reste 20 minutes. Les deux poignées sont collées ensemble. Elles forment des blocs. Il y a beaucoup de matière. De nombreux participants ont déjà été éliminés parce que leur poignée était trop grande. Ou qu'il y avait des blocs. Ou qu'elles étaient tranchantes. Paul façonne sa poignée. Il utilise une bande de 5 cm pour poncer le joint avec la cale. C'est une bonne chose. Mes poignées sont laides, mais elles sont confortables. Et maintenant, j'ai 15 minutes pour aiguiser le tranchant sur ces couteaux. J'ai un couteau fonctionnel à rassembler à ce stade. J'ai retiré les poignées. Elles sont encore un peu grandes, mais je vais aiguiser les lames pour faire tous les tests. J'ai besoin de 10 minutes pour obtenir deux poignées identiques. Je panique un peu. Cody produit un énorme nuage de poussière. Il y a mon genre de poussière partout. Je ne sais même pas ce que je fais. Aïe! Je me suis coupé. Je me suis entaillé le doigt sur la bande. Ce n'est pas vrai. Il vous reste 5 minutes. J'ai peur. Le médecin a dû intervenir. Je saignais partout. Étant donné sa situation, Cody n'avait pas besoin d'une blessure en ce moment. Le médecin m'a donné un pansement. J'ai encore une autre poignée à finir et les deux lames à aiguiser. Et puis j'ai perdu le tranchant. Le tranchant est tombé. Cody va chercher des tranchants. Ce n'est pas vrai. Son trou est trop grand. Le tranchant est tombé. Et l'époxy ne colle plus. J'ai jeté le tranchant. J'espère qu'il ne tombera pas pendant les tests. 5, 4, 3, 2, 1. Forgerons de lames. Posez vos outils. La deuxième manche est terminée. Oui. Cela a été une manche difficile. J'espère qu'ils testeront mon couteau avec le rivet. Je ne sais pas s'il est encore dedans. Très bien, messieurs. Bienvenue au test de résistance avec les plaques de métal. Afin d'évaluer la qualité et la solidité de vos lames, je vais couper ces plaques avec elles. Tim, c'est votre tour. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Je sais que les poignées ne sont pas très confortables. Mais j'espère qu'elles ne vont pas se blesser de cette nature. Je suis un peu stressé. Tim, elles tiennent. L'une de vos lames a perdu son tranchant près de la pointe. Et cette lame a également subi un peu de roulement. Cette lame, pas autant. C'est juste un petit roulement sur la lame. Mais le fait est qu'avec ces lames, elles sont très larges et très carrées. Et le bord de la garde est un peu tranchant. Mais elles sont fonctionnelles. Alors, bon travail. Oui, merci beaucoup. Paul, vous êtes prêt pour cela? Oui. Parfait. Je crains que mes lames ne se cassent ou que quelque chose de fou ne se produise. Et je ne veux pas les voir se briser. Alors, Paul, vos lames sont excellentes. Félicitations. Merci. Merci. En ce qui concerne la résistance, vous avez une boîte de roulement de tranchant sur cette lame. Mais votre pointe est intacte. Et vous avez, encore une fois, des dommages de roulement sur cette lame. Mais les poignées sont fonctionnelles. Bon travail. Merci. Cody, es-tu prêt? Quelle est la différence? Vous avez raison. J'ai peur qu'il refuse de tester l'un de mes couteaux si le tranchant ne reste pas en place ou si la poignée présente un point trop chaud. Serais très déçu s'il ne testait pas l'un de mes couteaux. Très bien, Cody, alors d'emblée. Le plus gros problème que j'ai trouvé est que le tranchant est trop saillant. Vraiment déplaisant au toucher de le chemin où il repose. Vos lames ont bien tenu. Celle-ci a quelques petites sections mais elle tient toujours le coup. Alors, bon travail.
Merci. Très bien, s'il vous plaît. Bienvenue au test de coups de couteau tranchant. Le test du sac de frappe. Tim, vous êtes le premier. Vous êtes prêt pour cela? Allons-y. Très bien, Tim, je peux vraiment voir cette partie juste ici avec beaucoup d'émoussement. Mais en fait, la partie avant ici, elle est très tranchante. Vous devez obtenir les deux côtés du couteau et le coup de couteau également. En d'autres termes, vos lames coupent. Merci, monsieur. Paul, es-tu prêt? Oui. Faisons cela. Très bien, Paul. Les zones qui ont été dans le roulement n'ont pas posé de problème parce que pour planter et couper, c'est efficace. Dans l'ensemble, vos lames coupent. Merci. Très bien. Cody, tu es prêt? Oui. Faisons cela. Très bien. Cody, vos tranchants sont très affûtés. Ils ne subissent aucun dommage. Ils coupent. Merci. Eh bien, les gars, je veux juste m'adresser à vous trois. Nous vous avons lancé un défi difficile et toutes vos lames n'ont pas passé le test. Mais malheureusement, l'un d'entre vous va maintenant devoir quitter la compétition. Celui qui va quitter la forge est M. Malheureusement, votre lame ne fait pas le poids, et Dave va vous dire pourquoi. Tim, je pense que vous avez fait un très beau travail avec ces couteaux. Magnétisme, mais les lames se sont un peu endommagées. Et leur poignée était trop grande et trop inconfortable à utiliser. Je comprends. Tim, au nom de nous quatre, merci d'être venu et d'avoir fait de votre mieux dans la forge. Malheureusement, votre temps dans la compétition est arrivé à sa fin. Je vais vous demander de bien vouloir quitter la forge. Merci, Tim, et bonne chance pour la suite. Je vous en prie. Je suis un peu déçu, mais vous savez, ce n'est qu'une victoire éphémère quand l'apprentissage est éternel. La forge fait partie de moi. Je serai forgeron jusqu'à ma mort. J'aimerais mourir avec un marteau à la main, et une Guinness. Paul et Cody, félicitations à vous deux. Vous passez à la 3e et dernière compétition. Vous allez retourner dans vos forges pendant 4 jours pour fabriquer une arme historique. Messieurs, voici ce que vous allez devoir forger. La Cinque Dea. La 5 DEA était utilisée par les nobles du nord de l'Italie au XVe et XVIe siècle. Le nom 5 DEA signifie 5 doigts, et fait référence à la largeur de la lame au niveau de la garde. Mais la caractéristique principale de cette épée est sa lame triangulaire à double tranchant et ses gouttières de chaque côté, qui allègent considérablement l'arme et lui permettent de porter des coups mortels. Une petite version de cette épée est déjà apparue dans un épisode du Meilleur Forgeron, où ces gouttières ont donné du fil à retordre à nos concurrents, y compris à notre juge invaincu, Ben Abbott. Lorsque vous construisez votre épée, vous devez suivre les critères suivants. Votre lame, au point situé à l'extrémité de la coupe, doit mesurer entre 66 et 71 cm. Cette lame doit être à double tranchant et les deux côtés doivent comporter 6 gouttières de chaque côté. La garde doit être courbée vers la lame et le pommeau en forme de pommeau. Je n'ai jamais fabriqué une arme aussi grande auparavant. Ces couteaux de 6 gouttières vont être difficiles à façonner. Eh bien, 6 de chaque côté, cela fait 12. Bonne chance, messieurs. Nous vous reverrons dans 4 jours. Je suis à Homer Glen dans l'Illinois et je vais fabriquer une 5 DEA. Je vais faire un acier de Damas. Cody travaille très bien avec l'acier de Damas. C'est pourquoi j'ai également opté pour cette technique, afin que mon épée soit à la hauteur de la sienne. J'ai donc l'avant du lingot qui descend bien. Je vais faire l'arrière et... Oh non! C'est fissuré. Il n'y a plus aucun moyen de gagner du temps maintenant pour en faire un nouveau. Dommage pour l'acier de Damas. Cela prendrait trop de temps d'essayer de refaire cela. Je ne vais pas faire cela. Je vais utiliser beaucoup d'acier. J'ai une belle plaque de 80 CRV2. Cela pourrait fonctionner. Je pourrais l'avoir. C'est simple. Ce n'est pas si mal. Aujourd'hui, je vais forger 2 lingots. Le premier avec un acier de Damas pour la garde et le pommeau, et ensuite je vais t'enchaîner avec le second qui est encore plus grand pour la lame.
J'adore travailler l'acier de Damas. Je vais tout donner. L'acier de Damas est difficile à forger. Il faut le manipuler quand il est chaud pour pouvoir le torsader. J'ai torsadé mon acier. Je vais passer à la lame avec 25 couches de 15N20 et 1084. Parfait. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais je continuerai demain. Cela n'a pas d'importance. Je suis prêt à tremper. C'est le moment dans le service où cela se fissure. Cody trempe sa lame. Je la vois commencer à se voiler un peu, mais je suis à peu près sûr de pouvoir y remédier. Cody a trempé ses 2 lames. Tout se passe bien sur celle-là. J'ai hâte d'y arriver avec le temps qu'il me reste et de pouvoir présenter un bel ensemble de lames. Au juge. Parce que celles-ci doivent être identiques. Je vais donc coller mes 2 lames avec des pinces quand je les meule pour m'assurer de garder ces Emmouliers parfaits. Tim a serré ses 2 lames avec des pinces et il les meule pour leur donner exactement le même profil. C'est intelligent. Je vais passer un peu de temps sur le traitement thermique parce que je sais que Jay va essayer de casser ses lames, donc je vais les rendre plus résistantes. Tim trempe sa première lame. Boum. C'est parfait. J'adore. Je vais prendre la 2e lame. Et encore une fois, c'est parfait. Je vais les façonner pour qu'elles soient parfaites. En tant que manager dans une grande entreprise, je sais comment gérer la pression. J'ai aussi été footballeur professionnel. J'ai joué devant beaucoup de monde. Il faut donc avoir assez de confiance en soi pour prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais Gary a réussi à faire des lames avec ses lames écrasées. Gary a trempé sa première lame. Très bien, ça a l'air bien. Et maintenant, l'horrible demi-sœur. Je n'entends aucun tintement ni aucune fissure. Pas de fissure. Oui, je suis bon. J'adore ces lames parce qu'elles ne sont pas parfaites, mais ma priorité est de finir un couteau. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces problèmes. Très bien. Paul trempe sa lame. Voilà. Pas de défaut majeur. Paul a trempé ses 2 lames. Je vais les meuler un tout petit peu. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, arrivera. Je me sens plutôt bien. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos machines. Posez vos outils. Cette manche est terminée. Bien joué, les gars. Ces lames sont loin d'être parfaites, mais j'ai réussi à finir malgré tous les obstacles. Très bien, mesdames et messieurs, au cours de cette première manche. Nous vous avons demandé de forger 2 lames à partir de boîtiers carrés. Et d'après ce que nous voyons, vous avez vraiment bien fait. Mais le temps est venu pour les critiques. Tim, es-tu prêt? Oui, monsieur. Présentez votre travail. Tim, c'est du beau travail ici. Les émoulures sont il y a un peu d'irrégularité ici et là, mais ce n'est pas assez grave. Et vous avez assez d'épaisseur pour corriger cela. Vous avez une petite chose bizarre ici sur le profil du tranchant. Mais si vous y allez à cet endroit, cela doit être corrigé. Mais dans l'ensemble, bon travail. Merci. Paul, mettez-le en valeur. Présentez votre travail. Très bien, Paul, comme les lames sont très similaires les unes aux autres. Et j'aime le fait que vous ayez mis les hamsters dans l'une et l'acier dans l'autre. L'acier est solide. Les émoulures sont belles. Si vous avancez, vous devez les nettoyer un peu. Mais sinon, cela doit être bon. Bon travail. Merci. Cody, présentez votre travail. Cody, vous avez une bonne longueur de lame. Vos lames sont droites et lisses. Vos lames sont presque parfaites, mais vous avez un peu de dégâts ici et là. Mais dans l'ensemble, c'est très agréable de vous voir travailler. Bon travail. Merci. Gary, présentez votre travail. Très bien. Alors Gary, la découpe des lames a été joliment soudée. L'acier a l'air bien, mais pouvez-vous encore voir ici sur le côté? Il y a un endroit qui n'est pas vraiment soudé, et puis la même chose à l'arrière de cette lame. Au fait, les lames n'ont pas des profils trop différents. Ils sont proches, mais la moitié de la différence est qu'elles ne sont pas longues. Vous ne voudriez pas trop les raccourcir, mais bon travail pour votre labeur. Messieurs, il vous reste à tout 8 lames,
mais seulement 3 restent. Les juges ont rendu leur verdict. La personne qui va quitter la forge est Gary. Malheureusement, votre lame n'est pas coupée et Jeff va vous dire pourquoi. Très bien, j'ai compris. Vous avez relevé ce défi et vous pouvez en être fier. Mais vos lames ne sont pas tout à fait identiques et la grande chose est qu'il y a des délaminations qui affectent la structure de vos lames, nécessitant plus de travail que vos concurrents et c'est pourquoi vous êtes éliminé. D'accord. Eh bien, Gary, vous avez fait preuve de zéro abnégation. Merci pour votre participation. Malheureusement, la compétition est terminée pour vous. Je vais vous demander de quitter la forge. Merci d'être venu. Je suis un peu déçu, mais je suis quand même fier de moi. Je ne suis pas venu pour m'amuser et rencontrer de nouvelles personnes parce que nous sommes tous des passionnés qui aiment les choses pointues. Félicitations aux 3. Vous êtes qualifiés pour la deuxième manche de cette compétition. Vous allez devoir corriger le jugement. Ajouter une lame à votre lame et en faire une lame fonctionnelle. À la fin de cette deuxième manche, vos 2 lames devront être équipées d'une garde et de 2 poignées. Ce n'est pas vrai. C'est difficile de faire 2 gardes et 2 poignées en 2 heures. À la fin de cette deuxième manche, vous allez remettre vos lames aux juges et ils vont tester leur durabilité et leur tranchant contre un sac de frappe pour planter et trancher. Très bien messieurs, vous avez 2 heures pour finir vos couteaux. Le temps commence maintenant. Et c'est reparti. Une des choses que j'aime dans le défi de porter une garde, c'est que cela teste vraiment vos compétences de finition. J'ai beaucoup de chance que mes lames soient en acier inoxydable et en laiton. Quand je coupe du laiton, c'est 2 fois plus large que cela devrait être. Donc je le coupe juste au milieu, je passe à la perceuse à colonne. Je fais quelques trous dedans et je le coupe en 2. En obtenant un, je me rends compte que je vais devoir en faire un autre. Paul en est à ce point où, genre, cela va prendre un peu plus de temps. Et il semble que ce soit une bonne chose. Évidemment, je n'ai commis aucune erreur parce que c'est fait. Ma garde est difficile à travailler, mais c'est un bon matériau durable qui résistera au test. J'alterne entre la lime et la perceuse. Cody essaie de percer un trou dans la soie à l'intérieur de sa garde. Ma garde ne tient pas aussi bien que je le voudrais, alors je décide de la souder. Alors qu'est-ce qui peut se passer avec une soie soudée? Cela annule le traitement thermique. Cette garde est un échec. C'est laid, mais au moins cela tient et je dois aller de l'avant. Attendez 1 minute. 30 minutes. Vous avez 90 minutes. Oh mon Dieu! J'ai pris la décision d'opter pour une garde plate et je vais la souder. Je suis excité. Je devais juste réparer ma première garde. Je la regarde. Elle est à l'envers. Je l'ai soudée à l'envers. Je me sens comme un débutant. En place. En place. En place. En place. Je l'ai eu. Ce doit être palpitant de regarder le chronomètre. Il doit finir cette lame et la deuxième. Oui. Pendant que je la soude, j'essaie de la souder dans la bonne direction et c'est plus joli. Mais je commence à penser que je ne vais pas finir cette chose à temps. Mes gardes sont fixées. Maintenant, je vais tracer la soie sur la future poignée. Je fais des trous dans la largeur de la soie. Quand je mets ma dernière pièce, je vois qu'il me manque 2 cm jusqu'à la garde. Damage. Je vais y mettre une pièce de nickel. Je prends un morceau de bois que je perce en 30 secondes. Je le mets à l'arrière et j'ai ma poignée. La poignée est une galère et je ne pourrai pas être heureux tant que je n'aurai pas fini là. Deuxième. Ce n'est pas un jeu de plaisir. Non, ce ne l'est pas. Ce n'est pas ce que je préfère non plus. Messieurs, il vous reste 45 minutes avant les tests. J'ai percé mes trous. Je commence à enfoncer le rivet. Non. Et maintenant, il est tordu. L'un des problèmes quand on enfonce un rivet comme Cody l'a fait et qu'il est tordu, c'est qu'il se bloque et se coince là-dedans et on ne peut plus le sortir. Je ne peux ni le sortir ni l'enfoncer. Si cela résiste autant, c'est parce que c'est désaligné. Ils doivent entrer dans la poignée, sinon ils ne vont pas le tester.
Cody a pu survoler la première poignée de la compétition. Mais ici, il vient de heurter un mur. J'ai donc décidé de couper ce rivet et d'aller percer un autre trou. Juste pour pouvoir mettre un autre rivet dans mon réservoir. Et avec un peu de chance, l'époxy collera bien. Il aurait dû mettre plus d'époxy. Je m'appelle Cody Adelson, j'ai 29 ans et je suis forgeron amateur depuis 2 ans. En fait, j'ai contacté Tyler Akbar, le vainqueur du tournoi de l'armée. C'est lui qui m'a appris à faire cela. Le métier m'a montré ce que j'avais à apprendre de Tyler. Je m'appelle Gary Riemann, j'ai 23 ans et je suis forgeron amateur depuis 5 ans. Quand je suis dans la forge avec mes amis, c'est un vrai bazar. Tous les forgerons que je connais sont de grands passionnés d'informatique. Mesdames et messieurs, bienvenue à la forge. Vous avez tous les 4 décidé de participer à la plus grande compétition de forgerons. Elle se déroulera en 3 manches. À la fin de chaque manche, l'un d'entre vous sera éliminé. Maintenant, toutes les décisions seront prises par les juges derrière moi. Ce sont eux qui décideront lequel d'entre vous sera le meilleur forgeron et repartira avec un chèque de 10 000 $. Je suis sûr que vous êtes prêts à commencer, alors allons-y. Forgeron de l'âme, vos enclumes sont recouvertes d'un tissu. Allez-y et retirez-le. Ce que vous allez avoir chacun, ce sont 2 petites boîtes de conserve et 2 bocaux d'acier. Maintenant, votre tâche est de fabriquer non pas un, mais 2 couteaux identiques. C'est parti. Fabriquer 2 couteaux en 3 heures. Nous fabriquons de l'acier de Damas dans une boîte. Cette partie est stressante. Maintenant, forgeron de l'âme. Vous allez fabriquer 2 couteaux en acier de Damas dans votre style personnel et vous suivrez les Parameters Sue Evans. Vos lames doivent mesurer entre 18 et 23 cm de long. Maintenant, ceux d'entre vous qui atteindront la 2e manche devront ajouter une lame à ces lames pour en faire des armes fonctionnelles. Les juges évalueront ensuite leur résistance et leur durabilité sur une tôle métallique ainsi que leur résistance et leur tranchant sur un sac de frappe. Forgeron de l'âme, nous avons 3 heures devant vous, alors bonne chance. Le chronomètre commence maintenant. 2 morceaux d'acier provenant d'un sac de frappe, c'est inhabituel. Ils vont devoir faire plusieurs choses en même temps. Person element. Je vais d'abord m'occuper du sac de frappe et je vais le mettre au feu pendant que le premier. Et chacun de ceux-là. Il y a assez d'acier dans ces sacs de frappe pour faire des lames de 20 cm. Oui, largement. Facilement. En général, je fais un couteau par mois. Je n'en fais pas 2 par mois, j'en fais 2 en 3 heures. C'est de la folie. Pour ce défi, je vais faire moitié-moitié dans chaque sac de frappe pour rendre les motifs aussi proches que possible. Je vais m'assurer de fermer les sacs. Mais je vais laisser un peu d'air pour empêcher la pression de faire exploser le couvercle. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais les mettre tous les 2 en même temps. Cela ne va pas me déstabiliser. Si j'en sors un, j'ai l'impression de tenir quelque chose tout le temps. Voilà. Je suis confiant dans ma capacité à finir une lame. 2 boîtes, c'est une autre histoire. Cody nettoie l'intérieur des sacs de frappe avec de l'acétone. Ce n'est pas tout à fait mon histoire aujourd'hui. Bonne idée. Vous n'allez pas décoller cette boîte. Vous allez nettoyer tout ce qui va y entrer. J'ai mis tous les galets dans une boîte et j'ai mis tous les ançons dans l'autre. Je me suis dit que si tous étaient dans une seule boîte, ce serait plus homogène que s'ils essayaient tous de les mélanger. Vous verrez certainement que les juges sont dans l'autre. Il est temps de les jeter au feu. Très bien. C'est parti. Je ne suis pas vraiment un fan de l'acier de Damas dans une boîte. S'il y a une délamination, le temps que vous la voyez vraiment, il est déjà trop tard. Pendant que je remplis les boîtes, je m'assure que la poudre va partout parce que je ne veux pas qu'il y ait de vide dans mon acier. Gary n'a pas pris le temps de nettoyer son métal. Il est déjà en train de le souder. C'est un risque. Je suis confiant. Cela va marcher. Je fabrique régulièrement des couteaux identiques dans ma forge. Donc l'idée d'en faire 2 en même temps n'est pas un problème.
J'ai rempli les boîtes et j'ai limé les couvercles parce que si vous les soudez à l'extérieur, il y a une chance que cela saute lorsque vous pressez la pièce. Certaines personnes aiment mettre le couvercle dans la boîte pour empêcher la pression de sauter. Très bien. Je pense qu'il est plus efficace de les fermer sans aucun vide. Des vides pendant 2 heures et 30 minutes. Si vous n'avez pas la bonne température, vous ne pouvez pas le souder. Vous voulez donc atteindre la bonne température et la laisser pendant encore 10 minutes. C'est crucial. Quelle couleur recherchons-nous pour la première soudure initiale? Du beurre fondu. Donnez-lui une bonne pression sur les 4 côtés. Tim a la bonne couleur. Mais je pense que si cela fait une belle soudure solide, vous pouvez l'obtenir. Excellent. Alors maintenant, je vais me lancer et faire la même chose. On m'a toujours dit que quand c'est assez chaud, on attend encore 5 minutes. Vous devez vraiment vous assurer que la pièce est à la même température partout. Car ce n'est pas seulement en surface. Une mauvaise soudure, le boîtier va s'ouvrir et la plaque va sauter. Heureusement, cela ne m'est pas arrivé. Cody a obtenu une bonne température. Il a été très délicat avec la première pression. C'est bien. C'est déjà compliqué d'obtenir un premier boîtier. Je suis agréablement surpris, car avec n'importe quelle boîte, il y a toujours un peu de chance. Je ne sais pas où j'en suis. À la presse. Ma première, celle avec les hamsters, s'est avérée excellente. Passons à ma deuxième. Il y a 4 emballeurs, 2 étaient à la presse, et je suis impatient. Le grand bleu. Gary est allé directement au grand bleu. Est-ce trop tôt? En général, on veut une compression de chaque côté à la presse. Le grand bleu, il presse en faisant sauter les côtés. La texture que je vois n'est pas solide. Si la soudure n'a pas eu lieu, il peut y avoir des déformations, des fissures ou des délaminations. J'ai donc décidé de l'ouvrir pour m'assurer qu'il n'y a pas de trou dans mon seau. C'est ce que je voulais voir. Je suis soulagé, car cela a l'air bien. Maintenant, je peux commencer à étirer l'acier. Là, pas faille. Attendez, monsieur, 2 heures. 2 heures. Paul est à la vitesse maximale. Il est sur la presse, et il commence à obtenir son lingot. Regardez comme son acier est froid. Oui. Il ajoute de la tension à l'acier. C'est comme cela que nous soudons à la forge. La seule chose qui m'inquiète, c'est d'être trop concentré sur une chose et d'oublier l'autre dans la forge. Cela a l'air bien. Maintenant, je peux commencer à le façonner. Le métal bouge. Je vais commencer à marteler les pointes pour en faire un couteau à pointe tombante. C'est parfait pour planter et aussi pour hacher. En ce moment, je vais finir les pointes, préparer mon mastic, et je vais commencer à le meuler. L'acier prend forme. Je vais commencer à former les pointes quand je l'aurai étiré assez longtemps. Il semble très à l'aise avec les machines. Il faut toujours se méfier des gens calmes. Ils ont tendance à se rebeller pendant la compétition. C'est une tâche très délicate. Les lames doivent être identiques. Il faut donc les travailler de la même manière. D'accord, celle-ci est bonne. Mon premier lingot est un peu dur avec moi, mais c'est bon. Repose. Le deuxième. Oh, Gary. Celui-ci n'est pas vraiment bon. Je pense. Oui, je sais. Vous voyez cette ligne au milieu? Je pense qu'il a une section où la soudure n'a pas tenu aux entrailles. Je suis contrarié de l'obtenir. Si je laisse cette fissure ici sans la remplir, je serai éliminé. Je ne pense pas avoir le temps de recommencer. Cela ne se présente pas bien. Entre la chaleur, le stress et le chronomètre, je dois trouver une solution aussi vite que possible. Les délaminations sont apparues juste à temps. Je continue à regarder le chronomètre et MyStyle. Oh, où es-tu, petite crapule? Ah, très bien. Je dois remplir les vides. Si je ne le fais pas, je vais avoir une contamination par de l'acier doux sur mon lingot. Et vous allez me renvoyer à la maison. C'est loin d'être idéal, mais je peux au moins attaquer la soie. Messieurs, il vous reste 60 minutes. 2 couteaux en parallèle. La soie est prête. La prochaine étape est d'obtenir les pointes.
Je prends un lingot, je prends la pointe que je veux et je veux la tracer. De cette façon, je suis sûr qu'elles seront identiques. Je me sens très confiant qu'elles seront jolies. J'ai mes 2 mains sur la lame que j'aime. C'était les armes de Thomas. Pour des raisons évidentes de sécurité. En raison de ce caractère inachevé et dangereux, Thomas fut éliminé aux portes de la victoire. Acceptant la décision avec dignité et fierté pour le travail accompli malgré les minutes manquantes. C'est ainsi que Bill Peace fut sacré grand champion de ce mémorable combat de couteau. Recevant le chèque de $10 000. C'était l'aboutissement d'un rêve éveillé pour cet artisan de l'Ohio, qui avait su surmonter les fissures, les déformations et les ruptures mécaniques grâce à sa persévérance et au soutien moral gravé sur ses gants. Une aventure inoubliable gravée à jamais dans le fer et dans l'histoire de la forge. L'annonce de la barrière fatidique des 3 heures restantes marqua l'entrée dans la phase décisive de la compétition. Les 2 finalistes devaient impérativement procéder à la trempe de leurs grandes lames avant de s'attaquer à la conception des gardes, des pommeaux et des manches en bois, sans oublier la finalisation complète de leurs dagues de poussée. Bill plongea sa grande lame dans le bac d'huile de trempe. Malheureusement, lors de la sortie du bain, il constata avec effroi que son acier avait subi une déformation majeure. La lame présentant une courbure sinueuse rappelant la forme d'un spaghetti. C'était le pire scénario possible pour Bill, qui se retrouvait contraint de tenter un redressage à chaud de la structure voilée au marteau sur l'enclume, une opération extrêmement risquée qui pouvait briser net l'acier durci. Ne parvenant pas à récupérer une rectitude parfaite et pressé par le temps, il prit la décision pragmatique de stopper les corrections pour se concentrer sur l'assemblage des éléments du manche, privilégiant une arme terminée à une pièce parfaite mais incomplète. De son côté, Thomas effectua la trempe de sa grande lame en 100 mai avec succès. L'acier sortant du bain d'huile parfaitement rectiligne et exempt de toute fissure structurelle. Ce qui provoqua un immense soulagement chez le candidat qui put immédiatement passer à l'étape suivante de l'assemblage de la poignée. Pour son couteau de combat, Bill opta pour un pommeau en laiton massif de conception simple et rapide, soudant une tige filetée à l'extrémité de la soie de la lame pour assurer le serrage mécanique de l'ensemble. Cependant, après avoir réalisé sa soudure, Bill commit l'erreur fatale de plonger la zone chauffée directement dans l'eau pour la refroidir. Rapidement. Ce choc thermique brutal provoqua la rupture immédiate de la tige filetée lors du vissage du pommel, se retrouvant sans aucun moyen de fixation mécanique pour sa poignée. Bill fut pris d'un vent de panique légitime. Conscient qu'un couteau sans manche fonctionnelle entraînait un refus catégorique de test de la part des juges, refusant de s'avouer vaincu, il prit la décision de réutiliser les éléments en bois et en laiton en procédant à une nouvelle soudure de la tige filetée, choisissant cette fois de laisser le métal refroidir lentement à l'air libre. Une décision sage qui lui permit de sécuriser la structure du manche avant d'en entamer le ponçage. Grossier pendant que la colle époxy commençait à polymériser. À 90 minutes de la fin du temps imparti, Thomas se précipita vers la réserve de matériaux pour sélectionner le bois destiné aux manches de sa dague déposée. Après avoir sectionné la soie métallique de sa dague pour l'ajuster aux dimensions de la poignée en bois, il entreprit de percer le canal central à la perceuse. Le choix de l'essence de bois s'avéra judicieux, la matière se prêtant parfaitement aux opérations d'ajustement. L'étape critique consistait à insérer la soie de la dague au cœur du manche en bois tout en assurant une parfaite cohésion avec la butée métallique. Manquant cruellement de temps pour fignoler l'esthétique générale de ces 2 armes et conscient du travail restant pour affûter les tranchants, Thomas ressentit une grande anxiété face à l'échéance des 30 dernières minutes. Il sélectionna des blocs de micarta pour les manches de son grand couteau en raison de la robustesse légendaire de ce matériau composite. Mais il se heurta à une résistance imprévue de la matière lors des tentatives de perçage, brisant ses forêts et ralentissant considérablement sa progression. À 15 minutes de la fin du chronomètre, la situation de Thomas devint extrêmement critique.
le candidat devant encore réaliser l'assemblage final des composants de son grand couteau, fixer solidement son pommeau métallique, sculpter l'ergonomie de sa poignée en micarta et donner le tranchant initial aux 2 lames sur les bands abrasives. Dans un élan de désespoir, il courut vers les ponceuses pour tenter d'affûter son acier à la hâte tout en essayant de dégager les formes du manche, hanté par la peur viscérale de présenter des armes incomplètes à l'issue des 6 heures. Le signal sonore final retentit dans l'atelier, mettant un terme définitif à ce combat de forge d'une intensité rare. Si les finitions esthétiques laissaient à désirer en raison du manque de temps, les 2 artisans avaient réussi l'exploit de présenter 2 armes complètes sur leurs établis. Le présentateur rassembla les finalistes et les juges pour l'ultime et redoutée phase des tests. Dynamique sur le mannequin de gel balistique. Cette épreuve, menée par l'expert Doug Marcheda, était destinée à valider la létalité, l'ergonomie et l'efficacité des armes à travers des séries de coupes frénétiques et des stocks violents. Bill fut le premier à soumettre son duo d'armes à l'examen, affichant une confiance mitigée de 5 sur 10 en raison des nombreux défauts géométriques et esthétiques accumulés sur ces pièces. Doug Marcheda commença par évaluer la dague de poussée de Bill, exprimant une grande satisfaction concernant l'ergonomie générale du manche en bois qui épousait parfaitement les contours de la main, offrant une prise sûre et confortable. Le tranchant de la petite lame se révéla d'une efficacité redoutable, infligeant des blessures nettes et profondes dans le gel balistique sans subir la moindre ébréchure, ni déformation sur le fil d'acier. Ce fut ensuite au tour du grand couteau de combat de Bill de passer le test. L'arme s'avéra particulièrement lourde et massive en main, en raison de l'absence totale de relief et de contours anatomiques sur la poignée en bois. L'expert confia avoir éprouvé de grandes difficultés à contrôler la trajectoire de la lame lors des impacts violents, frôlant la perte d'adhérence de sa main sur le manche. Malgré ce défaut majeur d'équilibre et d'ergonomie, la puissance de coupe intrinsèque de la lame en 100 mai fut validée, les tranchants ayant démontré leur capacité à infliger des blessures mortelles. Les 2 armes de Bill reçurent la mention officielle de fonctionnalité pour le combat. Thomas s'avança à son tour pour présenter ses réalisations. Soulagé d'être allé au bout du temps imparti, mais regrettant amèrement de n'avoir pas disposé de quelques minutes supplémentaires pour parfaire l'ergonomie de ses poignets. Dès la prise en main du grand couteau de combat de Thomas, le verdict des juges fut sans appel. En raison du manque de temps flagrant lors de la phase finale, le manche en micarta était resté à l'état de bloc brut anguleux, totalement dépourvu de finition et parsemé d'échardes de fibres de verre acérées qui menaçaient de blesser cruellement la main de l'utilisateur à chaque mouvement. De plus, un espace vide important existait entre la butée de la lame et la garde métallique, créant une instabilité structurelle majeure qui interdisait toute utilisation sécurisée de l'arme. Lors d'un impact violent, face à ce constat dramatique et estimant qu'un test dynamique mettrait en danger l'intégrité physique de l'expert, les membres du jury prirent la décision unanime de refuser l'accès aux épreuves destructrices pour les armes de Thomas, prononçant son élimination immédiate pour cause d'inachèvement technique majeur. Malgré une immense déception, Thomas accepta la décision avec dignité et fierté, conscient d'avoir produit un acier de grande qualité et d'avoir vécu une aventure humaine extraordinaire jusqu'aux ultimes secondes du chronomètre. Le présentateur proclama officiellement Bill Pease grand vainqueur de ce tout premier combat de couteau, lui remettant le titre de champion de la forge assorti du chèque de 10 000 $. Rempli d'émotion et peinant à réaliser son exploit, Bill savoura ce triomphe qui concrétisait un rêve de longue date, oubliant instantanément la fatigue et le stress intense accumulés tout au long de ces épreuves d'une exigence absolue. À l'époque, je lui ai demandé « Comment vas-tu faire cela ?» Et il m'a répondu « Eh bien, il a un briquet et il a forgé un couteau à partir d'un garde-boue. Je m'appelle Paul Raspe, j'ai 42 ans. Je suis forgeron amateur et je travaille comme ingénieur électricien. J'ai passé beaucoup de temps à travailler pour la National Aeronautics and Space Administration. En tant qu'ingénieur, je comprends beaucoup de ces phénomènes physiques.
comme le traitement thermique. Donc être un forgeron, c'est certain. Le manche manqua d'un peu de matière métallique pour équilibrer l'ensemble. Après cette première évaluation, les juges qualifièrent Thomas et Bill pour la suite. Tandis que Rhys fut éliminé. La forme trop simpliste de sa machette et son manche trop étroit ne faisant pas le poids face à la concurrence. Le jeune homme quitta le plateau avec la ferme intention de fabriquer des manches plus généreux à l'avenir. Pour le deuxième round, la tension monta d'un cran. Les trois forgerons restants, Bill, Thomas et Carrie, disposaient de seulement 2 heures pour forger un poignard de poussée. Une dague compacte mesurant entre 10 et 12 cm de la pointe à la garde. Dotée d'une pointe centrale et d'un double tranchant. Le tout devant être trempé avant la fin du temps imparti. Pour ce faire, ils reçurent des barres d'acier au carbone 1095 et de 15N20. Réaliser une telle prouesse en 2 heures semblait irréel pour ces artisans qui n'avaient jamais forgé ce type d'arme. Thomas, habitué au stress des cuisines, commença par limer soigneusement la calamine de ses plaques d'acier pour garantir une soudure parfaite, conscient qu'en 2 heures, la moindre erreur de fusion serait fatale. Bill, quant à lui, commit l'erreur d'utiliser la totalité de l'acier mis à sa disposition, se retrouvant avec un bloc 3 fois trop gros pour les dimensions demandées, ce qui risquait de lui faire perdre un temps précieux en étirage et en émouture. Pensant trouver du réconfort, il regarda ses gants sur lesquels sa femme et ses enfants avaient écrit des mots d'encouragement, ce qui lui redonna la force de continuer. Thomas mit son bloc au four, attendant patiemment que la température grimpe pour éviter les risques de fissures internes avant de passer sous le marteau-pilon pour étirer sa lame avec succès. De son côté, Carrie choisit de réaliser un damas torsadé. Une technique rapide mais risquée en raison des inclusions possibles au cœur de la torsion. Au moment de presser son bloc, Bill mit trop de force et sa soudure se fendit, ouvrant le bloc en deux. Pris de panique, il dut appliquer du flux de borax en urgence et remettre le tout au feu pour tenter de sauver sa pièce. Après un troisième passage fastidieux sous la presse, la soudure prit enfin. Mais il avait perdu une éternité à meuler l'excédent de métal. Pendant ce temps, Carrie façonnait la soie cachée de son poignard. Une méthode astucieuse consistant à forger la lame et une tige, puis à glisser cette dernière dans un bloc de micarta sculpté. Malheureusement, Gary, dans sa précipitation lors du meulage de ses émoutures, se coupa légèrement le doigt sur la bande abrasive, provoquant une brève distraction. À seulement 30 minutes de la fin, la dague de Bill affichait des émoutures triangulaires grossières faites directement à la ponceuse. Il procéda à la trempe à une température très élevée, obtenant une lame droite sans fissure. Thomas réussit également sa trempe avec brio, sa lame présentant une belle régularité. Au signal de fin des 2 heures, les juges examinèrent les travaux. Le poignard de Carrie présentait une pointe agressive et un beau motif torsadé. Mais la poignée manquait cruellement d'ergonomie. La ligne droite risquant de blesser les doigts de l'utilisateur lors d'un impact. Le couteau de Thomas reçut de vives éloges pour la propreté de ses lignes et son potentiel de finition. Enfin, la pièce de Bill ressemblait davantage à un morceau de métal brut qu'à une lame finie, manquant cruellement d'émoutures distinctes. Cependant, après délibération, les juges décidèrent d'éliminer Carrie. La disproportion flagrante entre son manche massif et sa petite lame exigeait trop de corrections. Pour l'étape suivante. Heureux d'avoir réalisé son rêve en participant à l'émission, Carrie salua le jury avec gratitude. La grande finale opposait désormais Bill et Thomas. Ils disposaient de 6 heures pour corriger leurs poignards de poussée respectifs, leur fabriquer un manche fonctionnel, et simultanément forger une réplique fidèle d'un magnifique couteau de combat conçu par le maître Forgeron Colin Sage. Cette arme imposante devait mesurer entre 43 et 48 cm de long, posséder une pointe en bec d'oiseau, une largeur minimale de 8 cm, des gouttières sur les 2 faces, une garde et un pommel. La difficulté résidait dans la structure de la lame. Un assemblage de type 100 mais composé de flancs en acier de Damas feuilleté enserrant un cœur en
Acier 80C RV2. Le chronomètre lancé, les deux hommes durent jongler entre la dague et le grand couteau. Bill commença par assembler ses plaques pour le damas extérieur, travaillant sur 2 blocs en alternance pour ne jamais laisser le four vide. Thomas nettoya également son acier avant de superposer ses barres. L'assemblage du 100 mai était délicat, si les épaisseurs n'étaient pas rigoureusement identiques. Le métal risquait de glisser sur lui-même et de créer des fissures internes lors de l'étirement. Bill réussit à souder son gros bloc de 100 mai, puis utiliser un tranche à accent grave chaud pour couper le morceau en deux afin d'y insérer le cœur en acier. Dur. Il ne restait que 4 heures et 30 minutes. Bill commença à donner sa forme à la grande lame. Une tâche épuisante en raison de la taille et du poids du métal. La lame originale de colinçage était particulièrement fine, ce qui exigeait un étirement maximal. Thomas, quant à lui, progressait lentement, souffrant de violentes crampes aux mains en martelant l'acier pour atteindre les 8 cm de largeur requis au point le plus large. Épuisé mais déterminé à ne rien lâcher pour sa famille, il continua à solliciter le marteau-pilon avec insistance. À 3 heures de la fin, l'étape de la trempe devint inévitable. En plongeant sa grande lame dans l'huile, Bill constata avec horreur qu'elle était ressortie complètement déformée, tordue comme un raw spaghetti. Pris par le temps, il dut redresser le métal chaud en appliquant une pression manuelle risquée directement sur l'enclume, parvenant à atténuer la courbure sans casser la lame. Thomas connut une trempe beaucoup plus sereine, sa lame sortant parfaitement rectiligne du bain d'huile, ce qui lui permit de passer rapidement à l'assemblage de la poignée. Pour le pommel, Bill choisit une méthode simple en laiton, soudant une tige filetée à la soie de l'épée. Cependant, après la soudure, commet l'erreur de refroidir brutalement la pièce dans l'eau. Le choc thermique fragilisa le métal. Au moment de visser fermement le pommel, la tige filetée cassa net. Sans poignée, l'arme ne pourrait pas être testée, ce qui signifiait une élimination immédiate. Frôlant la panique générale, Bill récupéra ses éléments en laiton, ressouda une nouvelle tige et la laissa cette fois-ci refroidir lentement à l'air libre, sauvant ainsi son manche in extremis. Pendant les 90 dernières minutes, Thomas s'attaqua au manche de son poignard de poussée, choisissant un bloc de micarta pour sa grande robustesse. Malheureusement, la dureté du matériau rendit le perçage extrêmement difficile et ses forets s'émoussèrent les uns après les autres. À 15 minutes du terme, Thomas n'avait toujours pas assemblé son grand couteau, devant fixer son pommel, affûter le tranchant et sculpter le manche dans un timing catastrophique. Il courut vers les meules dans un geste désespéré pour donner un semblant de tranchant à ses deux armes. Le signal final retentit, mettant fin à ce combat acharné. Les deux hommes étaient exténués mais soulagés d'avoir présenté des armes complètes. L'heure de l'évaluation finale sonna pour le test de létalité sur le mannequin balistique. Bill s'avança en premier, sa confiance oscillant au milieu de l'échelle en raison de ses nombreux déboires mécaniques. L'expert Doug Marcheda testa d'abord sa dague de poussée, louant les dimensions parfaites du manche en bois qui épousait bien la forme de la main et le tranchant rasoir de la lame. Il passa ensuite au grand couteau de combat. L'arme s'avéra extrêmement lourde et dépourvue de contours ergonomiques sur la poignée, ce qui rendit le contrôle de la trajectoire difficile lors des frappes puissantes, l'expert manquant de perdre sa prise. Cependant, les tranchants étaient si bien affûtés que l'arme infligea des blessures dévastatrices, validant sa capacité à tuer. Thomas présenta ensuite ses armes. Malheureusement, le manque de temps lors des dernières minutes de la compétition fut fatal à ses finitions. Lorsque le juge saisit la poignée du grand couteau, il constata qu'elle n'était pas poncée, laissant des échardes de bois et de micarta sur toute la surface. De plus, un espace important subsistait entre la garde et le manche, créant une arête vive qui blessait cruellement la main de l'utilisateur dès la première prise en main. Face au danger de blessure pour le testeur, les juges prirent la décision difficile mais nécessaire de refuser de tester le bloc en quelques secondes pour y insérer les soies
constatant qu'il lui manquait 2 centimètres pour atteindre la garde. Il combla ce vide avec une rondelle de nickel, parvenant à assembler tant bien que mal ses 2 poignées. De son côté, Cody connut un véritable calvaire lors de l'assemblage de ses manches. En enfonçant un rivet à coups de marteau, ce dernier se tordit et se coinça définitivement dans le bois en raison d'un mauvais alignement des trous. Impossible de le sortir ou de l'enfoncer davantage. Dos au mur, Cody dut couper le rivet récalcitrant, percer un nouveau trou en catastrophe et saturer le tout de colle époxy en espérant que la solidité soit au rendez-vous. À 20 minutes de la fin, les manches étaient collées mais ressemblaient encore à de gros blocs informes. Paul utilisa une large bande abrasive pour sculpter le bois et l'ajuster parfaitement au mitran laiton, obtenant des poignées massives mais confortables. Il consacra les 15 dernières minutes à affûter les tranchants. Cody, plongé dans un immense nuage de poussière de ponçage, perdit le fil de ses actions. Dans la précipitation, son doigt glissa sur la bande abrasive, provoquant une coupure sanglante qui nécessita l'intervention rapide du médecin de plateau. Avec un bandage de fortune et à seulement 5 minutes de la fin, Cody retourna à son poste pour affûter ses lames. Catastrophe supplémentaire. L'ajustement d'un de ses manches s'avéra trop lâche et le bois commença à bouger. La colle n'adhérant plus. Espérant que le tout tienne pendant les examens des juges, il posa ses outils au signal de fin. Les tests de solidité sur plaques métalliques commencèrent. Tim s'avança le premier. Les lames tinrent le coup. Mais l'une d'elles subit un écrasement du tranchant près de la pointe, tandis que l'autre montra des signes de deformation mineure. De plus, les poignées très carrées et les arêtes vives de la garde rendaient l'utilisation douloureuse. Bien que l'ensemble reste fonctionnel. Paul passa ensuite le test. Ses lames s'en sortirent avec les honneurs, ne subissant qu'un léger écrasement du tranchant sur l'une des pièces, tandis que les manches s'avérèrent parfaitement ergonomiques et solides. Cody ferma la marche, terrifié à l'idée que sa poignée instable ne se détache. Contre toute attente, malgré un manche manquant de confort et trop saillant par endroits, ses lames résistèrent magnifiquement sans aucun dommage. L'étape suivante fut le test du sac de frappe pour évaluer le tranchant et la capacité de pénétration. Les 3 forgerons virent leurs armes réussir à trancher et perforer la matière avec efficacité, prouvant la létalité de leur création. Cependant, au moment du verdict, les juges durent éliminer Tim. Bien que ses lames soient fonctionnelles, les dommages subis lors du test de solidité combinés à des manches trop volumineux et inconfortables firent pencher la balance en sa faveur. C'est avec philosophie et la promesse de rester forgeron jusqu'à son dernier souffle que Tim fit ses adieux. Paul et Cody reçurent alors leurs instructions pour l'ultime confrontation. Ils reçurent la mission de retourner dans leur forge personnelle pendant 4 jours pour fabriquer une arme historique légendaire, la 5DEA. Cette épée courte, prisée par les nobles du nord de l'Italie au XVe et XVIe siècle, tirait son nom signifiant 5 doigts de la largeur impressionnante de sa lame au niveau de la garde. Sa principale caractéristique résidait dans sa forme triangulaire à double tranchant et la présence de nombreuses gouttières longitudinales destinées à alléger l'arme tout en conservant sa rigidité, pour porter des coups redoutables. Les critères imposés étaient stricts. Une longueur de lame comprise entre 66 et 71 cm. Un double tranchant, 6 gouttières de chaque côté de la lame, soit 12 au total. Une garde courbée vers la lame et un pommel caractéristique. De retour chez lui dans l'Illinois, Paul décida initialement de se lancer dans la fabrication d'un acier de Damas pour rivaliser avec les compétences reconnues de Cody dans ce domaine. Malheureusement, lors de l'étirement du bloc sous le marteau-pilon, une fissure irrémédiable apparut. Conscient du temps limité, Paul abandonna le Damas pour se tourner vers un acier monocouche robuste. Le 80C RV2, une décision pragmatique pour garantir une finition parfaite. Il réussit à donner une forme droite et ultra-rigide à son épée et s'attaqua au creusement minutieux des 12 gouttières à la meuleuse, parvenant à mener à bien son traitement thermique.
Pour la poignée. Il décida d'incorporer un clin d'œil à son premier défi en forgeant une garde en damas intégrant des roulements à billes apparents, offrant un visuel unique pour la télévision tout en respectant la largeur historique de l'arme. De son côté, Cody choisit de réaliser une lame complexe composée de 155 couches d'acier quinzaine, 20 et 1084, soudées avec du 80C RV2. Forger un tel volume de métal fut une épreuve physique intense, nécessitant de torsader l'acier lorsqu'il était chauffé à blanc. Lors du traitement thermique, Cody fit face à un problème logistique. Son four de trempe ne mesurait que 29 cm de long alors que sa lame en faisait 32. Il dut laisser la porte du four entr'ouverte, colmatant l'ouverture avec une couverture en fibre de verre pour retenir la chaleur et stabiliser la temperature. La trempe fut un succès total, sans aucune fissure. Il consacra les derniers instants à façonner une garde et un pommel en acier de damas assorti, terminant son arme dans les temps. Les deux finalistes retournèrent sur le plateau pour soumettre leurs 5 DEA au test de Lethalite. L'expert Doug Marcheda prit en main l'épée de Paul, saluant son excellente prise en main malgré un poids conséquent vers l'avant. L'arme se révéla redoutablement tranchante et destructrice lors de la découpe d'une carcasse de viande à la peau épaisse. Cody vit également son épée testée avec succès, le juge louant l'ergonomie parfaite de la poignée qui permettait un maniement aisé d'une seule main, qualifiant l'arme de rasoir mortel. Le test de solidité consista ensuite à briser des pots en terre cuite. Les deux épées pulvérisèrent les obstacles sans subir le moindre éclat ou déformation sur leurs tranchants respectifs, prouvant la qualité exceptionnelle des traitements thermiques. Enfin, le test final de coupe sur un mannequin balistique confirma la puissance des deux armes. L'épée de Paul infligea des blessures profondes et nettes, tandis que celle de Cody se montra si tranchante et légère qu'elle déséquilibra le mannequin. Après une délibération serrée, les juges couronnèrent Cody grand champion de la forge, récompensant la complexité de son acier de damas et la maniabilité supérieure de son épée. Paul accepta la défaite avec une immense fierté pour son travail et un respect total pour son jeune rival. La forge ne restait jamais froide bien longtemps, et une nouvelle compétition baptisée le combat de couteaux commença immédiatement, réunissant 4 nouveaux artisans d'élite prêts à en découdre. Bill Peace, venu de l'Ohio, forgeait en amateur depuis 4 ans sous l'œil patient de son épouse, qui se disait avec humour victime de sa passion dévorante. Il avait apporté une création personnelle nommée Saint-Ori, une lame en acier de damas de 160 couches dotée de mitre en laiton. Le deuxième était Rhys, un jeune homme de 18 ans au parcours impressionnant, ayant tout appris en autodidacte grâce à des vidéos sur Internet depuis l'âge de 15 ans. Il présentait une machette robuste forgée à partir d'un ressort à lame. Thomas Franklin, 34 ans, forgeron depuis 3 ans et passionné d'art culinaire, avait fabriqué un couteau de cuisine en acier au carbone 1070 avec des rivets en mail short. Enfin, Carrie O'Connor, 45 ans, professeur de arts martiaux et forgeron depuis 4 ans, comptait sur sa discipline mentale pour gérer la pression, présentant un kinjal géorgien en acier 52 000 au fini brut de forge. La grande nouveauté de ce tournoi résidait dans le fait que les armes fabriquées à la maison allaient être testées immédiatement sur un bloc de glace, avant même d'allumer les forges du plateau. Le juge Genilson prit en main le couteau de Bill pour frapper violemment la glace. La lame résista parfaitement sans se tordre ni s'ébrécher, bien que le juge suggérât un manche plus galbé pour une meilleure prise en main. La machette de Rhys subit le même traitement rigoureux. Le manche en bois s'avéra un peu trop petit et inconfortable au niveau de la garde lors des frappes puissantes, mais la lame ne bougea pas d'1 millimètre. Le couteau de Thomas se distingua par ses proportions parfaites, sa symétrie et un tranchant intact après l'épreuve. Enfin, le kinjal de Carrie se montra extrêmement léger et tranchant sur ses deux bords. Bien que